Mesdames et messieurs, il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Le mouvement Hamas mène des consultations avec les dirigeants des factions et forces palestiniennes concernant le nouveau cessez-le-feu proposé dans la bande de Gaza. Le Hezbollah étudie la possibilité de minimiser son rôle en tant que groupe armé sans livrer son arme complètement. Les forces de l'occupation israélienne avancent dans plusieurs sites dans le bassin de Yarmouk au sud de la Syrie. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a publié un décret présidentiel hier nominant M. Ahmed Assad al-Chazli, conseiller du président de la République pour les affaires financières. Il a également nommé M. Ashraf Ibrahim Atwa, vice-président du conseil d'administration de l'autorité du canal de Suez. Un entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelhadi, et son homologue norvégien Espen Barth Eide, des derniers développements survenus dans la région. Les deux hauts responsables ont aussi discuté des moyens de renforcer les relations stratégiques entre les deux pays. Dans ce contexte, Dr Abdelhadi a salué les progrès des relations bilatérales sur les volets politiques et économiques. En ce qui concerne la cause palestinienne, Dr Abdelhadi a valorisé la position norvégienne soutenant les Palestiniens et leur droit de vivre en paix et prospérité dans leur territoire. Le chef de la diplomatie a passé en revue les résultats des efforts intensifs déployés par le Caire, Doha et Washington pour aboutir à un cessez-le-feu permanent dans les territoires palestiniens occupés. Il a également exprimé l'espoir d'accueillir prochainement la conférence internationale sur la reconstruction et le redressement de Gaza après l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Le mouvement Hamas a déclaré qu'il menait des consultations avec les dirigeants des factions et forces palestiniennes concernant le nouveau cessez-le-feu proposé dans la bande de Gaza. Il soumettra sa décision fidèle au médiateur à l'issue des consultations et il l'annoncera officiellement. Le président américain Donald Trump a de son côté déclaré aujourd'hui qu'il connaîtrait probablement la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu dans les heures qui viennent, alors qu'il se prépare à recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou la semaine prochaine pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu. Le Conseil national palestinien a déclaré que le crime odieux commis par l'occupation israélienne bombardant les tentes des déplacés dans la zone d'Al-Mawasi à l'ouest de Khan Younes au sud de la bande de Gaza et qui a causé la mort de 20 civils, tous des femmes et des enfants, n'est qu'un épisode de la série de génocides visant le peuple palestinien et confirme une fois de plus que les civils sont la principale cible de la machine militaire israélienne. Le Conseil a déclaré dans un communiqué que ce qui rend ces crimes encore plus graves est le comportement des soldats et des officiers de l'armée de l'occupation qui se vantent via des clips vidéo et des déclarations directes d'avoir tué des femmes et des enfants palestiniens et déclarent même leur insistance à continuer à le faire. La situation dans la bande de Gaza a dépassé le niveau d'une catastrophe, a déclaré le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Tarik Jasarevic, soulignant que l'organisation tente d'exercer la pression nécessaire pour obtenir une décision politique qui lui permettrait de mener à bien son travail au sein du secteur. Yasser Fitch a souligné que l'armée de l'occupation avait entièrement détruit la plupart des installations, précisant que des centaines d'attaques israéliennes afin de pouvoir atteindre les hôpitaux et les centres médicaux encore opérationnels pour soutenir le personnel de santé à Gaza.
Depuis le 2 mars, aucune aide humanitaire réelle n'a été autorisée à entrer à Gaza, soit par les passages, soit par les postes frontières avec l'Égypte. Ceci intervient au milieu d'un blocus complet de la petite enclave et qui a causé une catastrophe humanitaire globale, un effondrement de l'infrastructure du système alimentaire et du soin médical à l'intérieur de la bande de Gaza. Entre-temps, l'Égypte déploie tous ses efforts diplomatiques pour permettre l'entrée des aides humanitaires à Gaza. Reuters a rapporté selon des sources bien informées que le Hezbollah a entamé une révision stratégique majeure après la guerre dévastatrice avec Israël, qui comprend notamment la possibilité de minimiser son rôle en tant que groupe armé sans livrer son arme complètement. Le mouvement envisage de livrer davantage d'armes, notamment des missiles et des drones, à condition qu'Israël se retire au sud et cesse ses attaques. Par ailleurs, en Syrie, les forces de l'occupation israélienne ont fait une incursion dans plusieurs sites dans le bassin de Yarmouk, en périphérie du gouvernorat de Deraa, dans le sud. 6 véhicules appartenant aux forces israéliennes ont pénétré dans un village dans le bassin de Yarmouk, à l'ouest de Deraa. Il s'agit de la deuxième incursion israélienne après la chute de Bachar el-Assad. Auparavant, des forces de l'armée israélienne sont entrées dans ces sites et ont procédé à des opérations de sabotage et de ratissage. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré aujourd'hui que l'armée allait s'assurer que l'Iran ne puisse plus menacer Israël après la guerre de 12 jours qui a opposé en juin les deux pays ennemis. L'armée israélienne va préparer un plan d'exécution pour s'assurer que l'Iran ne puisse plus menacer Israël. C'est ce qu'a déclaré M. Katz dans un communiqué, ajoutant que l'armée devait se préparer au niveau du renseignement et au niveau opérationnel pour s'assurer que l'armée de l'air maintienne sa supériorité aérienne sur Téhéran. L'Iran a affirmé hier son attachement au traité de non-prolifération nucléaire en dépit de sa décision de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran est signataire depuis 1970 de ce traité qui garantit l'usage pacifique de l'énergie atomique sous le contrôle de l'AIEA. Plus de détails dans ce commentaire. L'Iran reste attaché au TNP et à son accord de garantie, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi sur le réseau X. Cette déclaration intervient après que la République islamique a suspendu mercredi sa coopération avec l'AIEA, l'agence de l'ONU chargée de la sécurité nucléaire, après avoir multiplié les accusations à son encontre depuis la récente guerre avec Israël. Le 25 juin, au lendemain du cessez-le-feu qui a mis fin à 12 jours de guerre, le Parlement iranien avait voté massivement un projet de loi qui suspend la coopération entre la République islamique et cette agence de l'ONU. La loi a ensuite été approuvée par le Conseil des gardiens, l'organe chargé d'examiner la législation en Iran, avant d'être ratifiée par le président iranien Masoud Pezeshkian et d'entrer ainsi en vigueur. Entre-temps, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Mejid Ravanchi iranien, a affirmé jeudi que son pays restait ouvert à des négociations sur son programme nucléaire à condition que les États-Unis fournissent des garanties excluant toute action militaire contre la République islamique. En effet, Téhéran et Washington ont déjà mené 5 cycles de négociations sur le programme nucléaire iranien depuis le 12 avril. Un 6e, initialement prévu le 15 juin, sous médiation du sultanat d'Oman, a été annulé après le déclenchement d'une guerre provoquée par une attaque israélienne contre l'Iran 2 jours plus tôt. Sous prétexte de vouloir empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, Israël a mené des frappes contre des sites nucléaires iraniens, tuant plusieurs hauts gradés de l'armée ainsi que des scientifiques du programme.
Et passons en Europe, spécifiquement en Ukraine, qui a été la cible dans la nuit de ce jeudi à vendredi de l'attaque de drones russes, la plus massive de la guerre, qui a fait au moins 23 blessés au lendemain d'une conversation téléphonique sans résultat entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président américain a d'ailleurs déploré jeudi dans un rare aveu d'impuissance d'avoir fait aucun progrès pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, alors que le dirigeant russe a répété que Moscou ne renoncerait pas à ses objectifs. Un commentaire. Des drones ont attaqué les districts d'Azov, Milrovski et Tarasovski dans la nuit. Les militaires ont repoussé l'attaque aérienne, mais hélas, cela n'a pas été sans conséquences tragiques, a écrit sur Telegram le gouverneur intérimaire de la région russe de Rostov. Dans le village de Dolotinka du district de Milrovski, un drone s'est écrasé contre un immeuble résidentiel de 2 étages, tuant une enseignante à la retraite, a précisé le gouverneur, ajoutant que les autres attaques n'avaient pas fait de victimes. Du côté ukrainien, les autorités de Kiev ont annoncé que des frappes de missiles et de drones russes contre plusieurs districts de la capitale avaient fait au moins 14 blessés dans la nuit, dont 12 ont été hospitalisés. Selon la compagnie ferroviaire nationale ukrainienne, les bombardements russes ont endommagé l'infrastructure ferroviaire dans l'ouest de la ville, entraînant le déroutement du trafic. Ces frappes russes interviennent après que les États-Unis ont annoncé avoir interrompu la livraison de certaines munitions et armes à l'Ukraine, y compris des systèmes de défense anti-aérienne Patriot, essentiels pour Kiev pour contrer les attaques de Moscou. La Russie a pourtant augmenté ces dernières semaines les attaques contre l'Ukraine en l'absence d'avancées diplomatiques en vue d'un règlement du conflit après près de 3 ans et demi d'invasion russe qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, civiles et militaires. L'armée américaine a commencé jeudi le déploiement de 2 sous-marines en Floride pour apporter un soutien administratif et logistique aux raids anti-migrants de la police fédérale de l'immigration menée dans cet État américain. Ce déploiement est le premier d'une série sollicitée par le ministère de la Sécurité intérieure pour aider l'ICE et mettre en œuvre la politique du président Donald Trump en matière de lutte contre l'immigration. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a approuvé la mobilisation de près de 700 soldats et des déploiements au Texas et en Louisiane, dans le sud des États-Unis. En juin, le dirigeant républicain avait envoyé 4000 membres de la garde nationale et 700 marines à Los Angeles en réponse à des manifestations contre des raids de l'ICE dans l'agglomération californienne. Et en ce qui concerne la rubrique économie, la Chine a déclaré vendredi que les États-Unis avaient assoupli certaines restrictions à l'exportation conformément à un accord durement acquis pour lisser leurs différends commerciaux conclus à Londres le mois dernier. La Chine s'était engagée à alléger certaines contre-mesures non douanières. Un commentaire. La Chine a déclaré vendredi que les États-Unis avaient assoupli certaines restrictions à l'exportation conformément à un accord durement acquis pour lisser leurs différends commerciaux conclus à Londres le mois dernier. Actuellement, les 2 parties travaillent rapidement à la mise en œuvre des résultats décrits dans le cadre général adopté à Londres. C'est ce qu'a affirmé le ministère chinois du Commerce. Il a également indiqué que les États-Unis avaient levé une série de mesures restrictives à l'encontre de la Chine, dont les détails ont été communiqués à la Chine. Le ministère a précisé que le cadre de Londres avait été durement acquis et a averti le chantage et la coercition ne mèneront nulle part. Après des pourparlers à Genève, en Suisse, en mai, Washington et Pékin étaient convenus à un cessez-le-feu commercial et avaient accepté de réduire temporairement les droits de douane prohibitifs sur leurs produits respectifs. La Chine s'était également engagée à alléger certaines contre-mesures non douanières, mais des responsables américains ont ensuite accusé Pékin de violer l'accord et notamment de traîner des pieds pour délivrer des licences d'exportation de terres rares.
Mi-juin, Washington et Pékin s'étaient finalement accordés lors de nouvelles discussions à Londres pour remettre l'accord trouvé à Genève sur les rails. Les États-Unis ont également levé récemment les règles relatives à certaines exportations vers la Chine, notamment en supprimant les exigences de licence pour l'expédition des tannes vers le pays, selon un rapport de Bloomberg publié cette semaine. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.